Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et Jean-Christophe Buisson, précisément avec Le Figaro magazine, dont il est le directeur adjoint de la rédaction. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Un mois après la vague verte des municipales, vous souhaitez nous parler ce matin des premiers pas des maires écologistes des grandes villes. Oui, car si ce n'est pas encore la célèbre gueule de bois consécutive à toute fête un peu trop arrosée, l'euphorie des quelques victoires spectaculaires des écologistes lors des dernières élections municipales est bien retombée. Que ce soit à Lyon, à Bordeaux ou à Strasbourg, par exemple, les nouveaux maires ont été un peu douchés dans leurs ardeurs, n'ayant pas toujours appréhendé dans toute son ampleur la tâche qui les attendait. Tout à leur rêve de reconstruction de ville où tout ne serait que justice, solidarité, propreté, silence et vivre ensemble harmonieux, et où la police, le bruit, le bitume, la 5G et l'agressivité n'auraient plus le droit de citer, il leur a fallu soudain tenir compte de cette petite chose enquiquinante qu'on appelle la réalité. Réalité de la violence criminelle, avec la multiplication de ce qu'un détestable euphémisme nomme des incivilités. Réalité d'une crise sanitaire obligeant à prendre des mesures parfois autoritaires alors qu'on a passé sa vie à se dire libertaire. Réalité d'une situation économique qu'on prétendait ignorer, à l'instar de Jeanne Barséguian qui, avant son élection à Strasbourg, ne voyait à relever, je cite, que le défi écologique, le défi social et le défi démocratique. Confrontés à leurs responsabilités d'édiles, les uns et les autres ont dû renoncer à certains de leurs dogmes, voire à certaines de leurs convictions. Oui, mais à un détail près tout de même, Jean-Christophe, ils ont été élus sur un programme. Et maintenant, ce programme, ils vont bien devoir l'appliquer, non? Rassurez-vous, Bernard, leur petit cœur continue à battre vert. Prenez Pierre Urmic à Bordeaux. Quelques jours à peine après son élection, il a proclamé que des grandes villes comme la sienne iraient forcément vers l'interdiction de la voiture. Il y avait là de quoi rassurer ses électeurs, mais aussi de mettre en pétard beaucoup de monde, au point de modérer un peu ses propos les jours suivants. Et s'il a dû à contre-cœur se préoccuper du problème de l'insécurité qui a explosé à Bordeaux depuis la fin du confinement, Pierre Urmic a tenu bon sur sa promesse de ne pas augmenter les compétences de la police municipale et de ne pas la doter d'un armement. À Lyon, Grégory Doucet a suivi la même voie, sans se soucier des cris de l'opposition locale qui voit en lui un Khmer vert, le soupçonnant notamment de vouloir fermer le célèbre zoo du parc de la Tête d'Or afin de complaire aux animalistes lyonnais les plus radicaux. Pour autant, ses premières décisions sont moins celles d'un élu écologiste que d'un élu de gauche lambda. Revenu de solidarité active pour les moins de 25 ans, encadrement des loyers, subventions généreuses pour les entreprises culturelles, utilisation de l'écriture inclusive dans la communication officielle de la mairie, bref, moins du vert que du rose avec un soupçon de rouge. Bon, en clair, vous n'avez pas l'air fondamentalement optimiste pour les maires verts. La victoire des écologistes est due à la fois à un taux d'abstention record et à l'émergence incontestable, une conscience environnementale chez les Français depuis quelques années. Mais l'écologie a un coût pour ses représentants élus. Un coût financier d'abord. Beaucoup de mesures visant à réduire les énergies fossiles, à dépolluer massivement, à consommer plus sainement, entraînent des investissements, donc des dépenses supplémentaires parfois élevées. Mais les maires verts ont aussi une note politique à régler, celle d'une alliance avec une gauche et une extrême gauche, guère décidée à leur faire de cadeaux, et qui risque de les pousser dans une voie radicale périlleuse. Un jour peut venir où ils devront choisir entre leur engagement originel et une forme de pragmatisme, synonyme sans doute de sévère décolorisation. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson qui assure l'édito politique toute cette semaine sur Radio Classique. Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro magazine. À demain Jean-Christophe. À demain. À demain. Merci beaucoup de nous écouter. Il est 8h16 exactement. C'est l'heure de l'invité de Radio Classique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Et l'invité ce matin est Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université de Paris. Monsieur Toussaint, bonjour. Bonjour. Quand vous avez ouvert les journaux ce matin et que vous avez vu les propos du président du Conseil scientifique disant il y a un risque majeur de deuxième vague de Covid à l'automne, septembre, octobre, novembre, on ne sait pas trop. Il faut être extrêmement vigilant. La situation en France est contrôlée, mais elle est fragile. Qu'avez-vous pensé? J'ai pensé à ce que le président du Conseil scientifique avait dit le 7 juin. Oui. Il y a à peine 2 mois, en disant il n'est pas sain qu'une structure créée de toutes pièces pour résoudre des problèmes dans l'urgence perdure. Et il avait annoncé la fin de ses travaux en juillet. C'est-à-dire la structure en question étant le Conseil scientifique. C'est ça. Nous sommes le 5 août et le Conseil n'a pas fermé ses travaux. Non. Il persiste dans une vision de la crise qui n'est plus tout à fait celle de la réalité. On a parlé de la triste et difficile réalité tout à l'heure. Il faut l'observer, il faut la regarder. Elle n'est pas celle qu'annonce le Conseil scientifique successivement avec des deuxièmes vagues en
avril avec le relâchement, une deuxième vague en mai avec le déconfinement, une deuxième vague en juin avec la fête de la musique. Nous en sommes à la 22e vague maintenant probablement, et nous ne sommes donc absolument pas dans la réalité sur laquelle nous venons de voir à nouveau moins d'une dizaine de décès chaque jour en France, alors que nous en étions à 1400 au mois d'avril. Donc, si je vous entends bien, professeur Toussaint, vous ne croyez pas à l'hypothèse d'une deuxième vague à l'automne. Comment argumentez-vous? Juste avec les chiffres? Il faut que cette deuxième vague soit fondée sur des cohérences. Or, le discours scientifique, qui est d'ailleurs plus celui d'un conseil scientifique, mais d'un conseil politico-sanitaire, ce qui est très différent, ce qui nécessiterait d'avoir une représentativité de l'ensemble des régions de France concernées par non seulement cette crise, mais les conséquences des décisions qui ont été prises, en particulier celle du confinement, qui nous amène à une catastrophe économique sur laquelle les plus jeunes d'entre nous vont payer un prix considérable. Les jeunes musiciens sont en train de mourir, les jeunes sportifs sont en train de mourir, les jeunes non diplômés sont en train de mourir. Et on voit toutes ces instances culturelles progressivement s'effondrer dans une situation qui économiquement va dépasser de très très loin par ses effets négatifs les quelques rares effets positifs qu'on croyait être ceux du confinement et qui n'ont pas été démontrés. Alors, attendez, je reviens quand même à ma question. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas qu'on est sous le coup d'une potentielle deuxième vague? Vous me l'avez pas encore dit. Alors, il faut définir ce qu'est une deuxième vague. Oui. Si on dit c'est le relâchement, on a vu qu'il n'y en avait pas. Si on dit c'est la fête de la musique et les rassemblements des jeunes, il n'y en a pas. Si on dit c'est le reconfinement à Leicester ou en Rhénanie-Westphalie ou de la Catalogne qui doit changer le taux d'hospitalisation dans ces régions, il n'y a pas eu le moindre effet de ce qu'ont été annoncés dans ces régions-là par la suite. Donc, ce qui se passe sur la potentielle réélévation du nombre d'hospitalisations et de décès à l'automne est une saisonnalité. Cela n'a rien à voir avec une deuxième vague et ça veut dire que ça fait introduire un paramètre qui n'a pas été pris en compte par le Conseil scientifique au mois de mars, qui était celui de la dépendance à l'environnement. Or, ces éléments-là sont en train de se passer en Amérique du Sud. Il faut surveiller de très près ce qui se passe au Brésil, au Chili, au Pérou, en Colombie, où ces taux sont encore en train de s'élever, voire peut-être en train de diminuer, mais enfin c'est de là que viendra la saisonnalité à l'automne, et pas du tout par le comportement des Français ou qu'ils mettent un masque dans les lieux ouverts, comme ce sera le cas la semaine prochaine. Donc, professeur Toussaint, vous dites, c'est très clair, ce virus réagit à la saison. Il fait chaud, il fait froid, il fait humide, il fait sec, etc. Il est plus ou moins virulent, plus ou moins agressif. Donc vous pensez qu'à l'automne, il ne sera pas plus agressif qu'il ne l'était au printemps, voire moins. Alors on ne sait pas du tout quel sera le niveau d'intensité. Il est toujours là, on le constate simplement parce que les bêta-coronavirus sont ceux du rhume. Ce SARS-CoV-2, on fait des tests aussi. On fait des tests de plus en plus nombreux. Ce SARS-CoV-2 est partout dans la population. Et c'est très bien qu'on le découvre parce que cela veut dire, le professeur Eric Combe du Conseil scientifique vient de le dire dimanche, ce qui est là encore une bascule à 180 degrés par rapport à ce qu'était la philosophie du Conseil scientifique, vient de dire dimanche que c'était important que les jeunes se fassent contaminer pendant cet été, puisqu'ils seront, et là on redevient un peu scientifique, les piliers de l'immunité collective l'hiver prochain, si jamais une saisonnalité s'instaure. L'immunité collective intervenant au-delà de 60% de la population touchée. Pas du tout. Ça, pour la rougeole, il faut qu'on soit à plus de 90-95%. Mais pour ce SARS-CoV-2, on ne sait pas du tout. Et au doigt mouillé, on a sorti un chiffre de 60-70% sans valeur scientifique. Le nombre de décisions qui ont été prises sans fondement scientifique. Parce qu'on ne sait rien. Parce qu'on ne sait pas et qu'on évolue à vue. Ouais. On navigue à vue. Que l'on soit scientifique, politique ou autre, on ne sait pas ce qui se passe. Et progressivement, les connaissances arrivent, et donc on voit bien que la réalité, comme je le disais tout à l'heure, s'impose à tous les scénarios qu'on a pu proposer. Le seul problème, c'est que le seul scénario retenu par le Conseil scientifique a été celui de l'apocalypse. Alors, je vous entends bien, je suis un peu dérouté parce que c'est une parole qui est différente du trend ambiant en général, professeur Toussaint. Le masque pour tout le monde, bientôt sur les quais de Seine, déjà dans les grandes villes, etc. Ça sert quand même, c'est utile, non ? Ça sert au mois de février. Au début, on disait que ça servait à rien, maintenant ça sert. Ça sert au mois de mars, ça sert au mois d'avril, au moment de la phase exponentielle explosive de la maladie. Et les pays qui ont mis en place ces distanciations sociales et le masque dans leur population, comme la Corée, le Japon, Taïwan, ont réussi à avoir des taux 100 fois inférieurs à ceux des pays européens. 100 fois inférieurs en termes de décès, c'est-à-dire le prix le plus lourd à payer et celui sur lequel on mesure réellement une pandémie. Eh bien, ces pays-là n'ont pas confiné. Oui.
Et d'autre part, ces masques qui étaient utiles au moment de la propagation la plus importante du virus ne le sont plus du tout lorsqu'on est dans une phase molle, dans laquelle on a aujourd'hui on est en moule en ce moment une forme pandémique faible, dans laquelle on a des contaminations non suivies de réaugmentation de l'hospitalisation. Quand vous annoncez l'augmentation du nombre de cas, qu'en est-il en Île-de-France? Demandez à Bruno Megarban, qui est le patron de la réanimation à la Riboisière. Que nous dit-il lundi sur CNews? Il nous dit simplement que sur 45 lits de réanimation, 40% sont des cas d'importation, c'est-à-dire des personnes qui ont été contaminées à l'étranger et qui reviennent en France parce que la compétence des hôpitaux franciliens est excellente, qu'elle est reconnue et que c'est grâce à cela aussi, comme ça a toujours été le cas pour les maladies infectieuses, par exemple à la Pitié-Salpêtrière, d'avoir des patients qui viennent de tous les pays pour pouvoir être soignés avec la meilleure médecine mondiale. Est-ce que vous savez, professeur Toussaint, est-ce qu'aujourd'hui un patient gravement atteint par le Covid-19, qu'on hospitalise en réa par exemple, a de meilleures chances de s'en tirer parce que les médecins en 5 mois ont mieux appréhendé la chose. En mars, ils savaient pas quoi faire, les gens mouraient en 24 heures, ils savaient pas pourquoi. Aujourd'hui, on les sauve plus facilement? On les sauvera plus aussi demain? L'ensemble des protocoles ont avancé dans ce domaine, mais il faut bien reconnaître qu'on n'a pas de traitement. Non, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, les antiviraux ne fonctionnent pas, l'ensemble de ce qui avait été proposé ne fonctionne pas. La seule thérapie et le seul élément qui ne dépend que de vous, c'est celui de maintenir sa condition physique. La différence qu'on a eue entre les personnes réanimation et les personnes qui ne rentraient pas en réanimation est principalement liée à leurs conditions, c'est-à-dire à l'absence de facteurs de risque cardiovasculaire, à l'absence d'obésité, à des personnes qui n'étaient pas sédentaires. Ça dépend de nous. Ça, ce sont vraiment des comportements qui changent le risque de rentrer en réanimation. Après, les protocoles ont évolué. Ils sont ceux sur lesquels on voit progressivement apparaître, mais il ne va pas y avoir une différence massive en termes de pronostic pour ceux qui rentrent actuellement. Donc j'ai bien compris, vous ne croyez pas à une deuxième vague submergente à l'automne, vous l'avez bien expliqué. La valeur du masque est selon vous toute relative. Je ne dis pas que je ne crois pas, je dis simplement que cette saisonnalité n'est qu'une hypothèse qu'il faut prendre, mais elle ne dépend pas des comportements des Français. Elle dépend de ce qui se passe en Amérique du Sud actuellement. Ok, et de ce qu'on constatera en Amérique du Sud qui pourrait se produire chez nous. Il faut des mutations, il faut des dépendances, il y a un grand nombre de facteurs pour introduire une saisonnalité, ce que les orthomyxovirus ont fait, c'est-à-dire ceux de la grippe, sur lesquels on a bien cette alternance hémisphère sud, hémisphère nord à chaque saison, mais il faut pour cela qu'un grand nombre de conditions soient réunies sur le plan virologique, ce qui n'est pas certain pour le SARS-CoV-2. Bon, donc, si j'ai bien compris, tout l'axe du travail à faire, ce que ce soit par les politiques et les médecins, etc., c'est de sauver les personnes âgées, une nouvelle fois, s'il y a un retour de la pandémie faible ou moyen, etc., puisque ce sont encore eux les cibles prioritaires. Donc eux, il faut les écarter de ceux qui sont éventuellement asymptomatiques et qui sont porteurs. Ça reste de très loin la cible principale. Quand on regarde tous les éléments, qu'ils soient démographiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient environnementaux, le principal qui sort, c'est celui de l'espérance de vie des populations, c'est-à-dire le fait d'avoir atteint un des maxima du développement humain, celui de l'augmentation de l'espérance de vie. Et plus encore, c'est celui de la perte de la progression d'espérance de vie. C'est-à-dire que les pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont déjà commencé à voir diminuer leur espérance de vie, sont ceux qui ont payé le prix le plus lourd. Eh bien, dans ce domaine-là, il faut qu'on puisse comprendre comment ces éléments vont aborder et mettre à risque les plus fragiles, qui sont les personnes âgées, effectivement. Merci infiniment, c'est très clair. En tout cas, Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'Université de Paris sur Radio Classique ce matin pour une parole différente, me semble-t-il. Et Dieu sait que j'en ai fait des interviews sur le Covid depuis 5 mois sur Radio Classique ce matin. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez, Monsieur Toussaint. Il est 8h26 exactement. Laurent Saïm à suivre dans cette matinale d'information. Sa note américaine est aujourd'hui consacrée au souverain dédain de la Maison Blanche pour le destin du Liban. Et ça ne date pas de Monsieur Trump.